on ne va pas attendre trop longtemps. Christophe, vous êtes consultant indépendant, vous intervenez auprès de directions de communication, du marketing, en conseil en stratégie, organisation et performance. Vous êtes alumni du CELSA. Vous avez travaillé dans de grands groupes internationaux, notamment chez Naval Group et Microsoft France. Vous avez vécu à plusieurs reprises dans votre vie professionnelle des situations de crise et vous êtes, on peut dire, un des meilleurs spécialistes communicants de la communication de crise en France. Et donc, on est très, très, très heureux de vous avoir ici aujourd'hui. Vous êtes conférencier, vous avez écrit des bouquins, vous avez un blog qui s'appelle Superception que j'invite tout le monde à aller regarder et lire, puisque le pitch, je dirais, ou le concept de Superception, c'est toute vérité n'est que perception, ce qui me semble être une bonne transition pour le sujet du jour, la communication de crise. Donc, je vous laisse, Christophe, la parole. Merci Stéphanie. Écoutez, bonjour à tout le monde et merci de passer un peu de temps pendant, avant ou après votre déjeuner avec nous. Comme le disait Stéphanie, donc on va parler de la communication en temps de crise et pour ouvrir sur ce thème. Alors, petite précision, je vais dire next pour passer les slides. Voilà, donc excusez-moi par avance du caractère abrupt de ces transitions, mais c'est Stéphanie qui passe les slides, donc voilà, je lui dirai next à chaque fois. C'est pas ultra poli, mais c'est ce qu'on a trouvé de plus efficace pour fluidifier la présentation. Donc voilà, première fois pour Next. Et en fait, je voulais commencer la présentation avec un cas emblématique et probablement le cas le plus connu dans l'histoire mondiale de la com de crise, avec une citation en fait du patron de BP. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2010, il y a eu une explosion sur une plateforme pétrolière de BP dans le golfe du Mexique, qui a eu 11 morts de ce fait, et une marée noire qui a impacté énormément évidemment la faune et la flore, mais également les économies locales et les populations concernées. Et il se trouve que le patron de BP que vous avez à l'écran a fait à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire en termes de com de crise. Donc, il a pris aucune responsabilité. C'est ce qu'il a tenté de faire dans un premier temps. Il a d'abord accusé ses sous-traitants. Ensuite, il s'est cherché des excuses au lieu de s'excuser auprès de toutes les parties prenantes qui étaient victimes de l'erreur, de la faute commise par son entreprise. Il a également menti, notamment sur la quantité de pétrole qui était déversée par la fuite occasionnée par l'explosion de la plateforme dans l'océan. Donc évidemment, il n'a pas créé de confiance et du coup, il n'a pas donné la confiance aux gens dans la capacité du groupe à agir. Et c'était d'autant plus paradoxal et d'autant plus contre-productif que le groupe s'était récemment renommé. Alors BP, c'est les initiales historiques du groupe, mais il avait récemment changé la signification de ses initiales en Beyond Petroleum, ce qui signifiait évidemment son ambition de devenir un parangon de vertu environnementale, et ce qui évidemment n'était pas démontré dès que le groupe a été soumis à une première crise après ce changement du sens du nom. Il a fait aussi aucune preuve d'empathie, aucune compassion humaine ou animale, et on avait l'impression vraiment qu'il communiquait uniquement dans un cadre ultra cadré par des juristes, et donc pas du tout une communication adaptée à la situation. Et puis ensuite est venue la citation donc la plus célèbre, comme je l'indiquais dans mon propos liminaire, de l'histoire de la communication de crise mondiale, parce qu'à un moment, le patron de BP, donc Tony Hayward, que vous voyez à l'écran, a dit en gros, je voudrais récupérer ma vie d'avant la crise. Bon, ce qui était très sympa pour lui, et tout le monde était sûrement très sensible aux problèmes que la crise lui occasionnait, mais ça faisait évidemment très peu de cas des vraies victimes de la crise, qui étaient les personnes décédées, les personnes blessées, leurs familles, toutes les personnes impactées sur le plan environnemental, économique par cette crise, et puis évidemment les dégâts immenses qui ont été faits sur la nature à l'occasion de cette crise. Et donc, ça l'a obligé, quelques mois plus tard, à démissionner parce qu'il avait perdu toute crédibilité et toute capacité à diriger le groupe et à être le leader de ce groupe dans ces conditions. Et alors, donc, Next, ça
donne peut-être le premier précepte de com de crise qu'on peut tirer de cette aventure de BP et cette mésaventure pour les parties prenantes de BP, c'est que la première règle de com de crise, en gros, c'est de ne pas faire de mal. C'est pour ça que j'ai mis à l'écran le premier principe qu'on enseigne aux étudiants en médecine, primum non nocere, qui est donc du latin et qui vaut aussi pour la com de crise. Et on le voit bien avec notre ami de BP, que en fait, ces interventions ont à chaque fois ajouté de la crise à la crise et que donc il a été à l'encontre de ce premier principe. Et donc, il y avait à la fois une crise créée par BP et ensuite une mauvaise communication de crise qui a ajouté à cette crise. Next. Et c'est pour ça, en fait, qu'on voit que la communication et les actions autour desquelles la communication opèrent sont indissociables. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien parler avec le néologisme de communication, parce que, encore une fois, on ne peut pas communiquer dans un vide et dans un monde virtuel à côté des actions qui sont prises par l'entreprise. Donc, on l'a vu avec BP. Il y a un autre exemple aujourd'hui qui est évidemment sur toutes les lèvres, qui est celui d'Orpea, où Orpea, en réaction à la crise générée par le livre bourré de révélations sur leur fonctionnement et sur leur traitement de leurs clients patients, a fait preuve d'aucune remise en cause sur le fond, et le DG d'Orpea n'a rien trouvé de mieux que de commettre, a priori, parce qu'évidemment, il est jugé innocent jusqu'à ce qu'il ait été jugé officiellement coupable, mais disons qu'il est soupçonné d'avoir commis un délit d'initié au lieu de faire des actions correctrices pour améliorer la situation. Et donc, cette relation entre les actions et la com, elle est d'autant plus importante qu'évidemment, en situation de crise, les enjeux sont beaucoup plus grands, à la fois pour les parties prenantes impactées par la crise et pour la marque considérée. Et du coup, ça a une conclusion, à mon sens, qui est aussi importante, c'est que en période de crise, plus encore qu'en temps normal, même si je plaide pour ce même fonctionnement en temps normal, il est important que les communicants soient associés aux décisions stratégiques qui sont prises. Parce que, encore une fois, en temps de crise, ces décisions vont avoir un impact phénoménal sur la marque et, in fine, sur les éléments les plus stratégiques du business. Donc, si les décideurs d'une entreprise en période de crise n'intègrent pas leurs communicants dans le processus de crise, ils risquent de commettre beaucoup d'erreurs, et c'est généralement, évidemment, ce qu'il faut absolument éviter. Alors, next. Et donc, on le voit, en fait, une mauvaise communication de crise peut se transformer en crise de communication. Et on voit souvent, pour les entreprises concernées, la crise devient une crise d'identité. Elle n'est plus uniquement une crise déterminée par le domaine concerné et touché dans l'entreprise. Elle peut devenir profondément une crise d'identité. On le voit par exemple en ce moment avec ce qui se passe depuis plusieurs années au sujet de Facebook, sur lequel je reviendrai dans quelques instants, parce que ça a aussi un enseignement collatéral à ce que je vais vous expliquer. Alors, on va avancer d'une slide, next, pour voir qu'en fait, aujourd'hui, il faut aussi prendre en compte l'évolution du rôle des entreprises dans nos sociétés. C'est quelque chose qui se déroule depuis, c'est une évolution qui est en place depuis quelques années, qui a été accéléré, on va dire, par le Covid, et qui évidemment résulte aussi de l'évolution des canaux et des pratiques de communication qui met les entreprises beaucoup plus en contact direct et en contact interactif avec leurs parties prenantes. Vous voyez sur la slide, donc la slide, c'est une de mes études favorites qui est publiée chaque année, qui est le Trust Barometer de Edelman, qui fait donc une étude sur la confiance des populations à travers le monde. C'est vraiment une étude mondiale et faite sur une fourchette de personnes interrogées extrêmement large. Donc la confiance de ces personnes à travers le monde dans 4 grandes institutions que sont les entreprises, les ONG, les gouvernements et les médias. Et ce que vous constatez, alors j'ai mis aussi les résultats mondiaux, parce qu'il y a sûrement avec nous des personnes qui travaillent dans des entreprises qui ne sont pas uniquement, qui n'agissent pas uniquement en France, mais qui sont implantées peut-être à travers le monde. Et donc vous voyez que en France, les entreprises sont les deuxièmes organisations dans lesquelles les gens ont le plus confiance, et elles sont juste un point derrière les ONG. Et à l'échelle mondiale, les entreprises sont aujourd'hui les institutions auxquelles les gens à travers le monde font le plus confiance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, évidemment? Ça veut dire que ce niveau de confiance, il va de pair avec un niveau d'attente. Et que si les entreprises ne sont pas capables de répondre à ce niveau d'attente, y compris et spécifiquement en période de crise, ça va être d'autant plus déceptif, et donc ça va créer de la défiance, à la fois pour l'entreprise concernée, qui est évidemment la première
touchés par cette potentielle déception. Et puis aussi, peut-être, ça peut avoir des conséquences plus globales derrière si des personnes, par exemple, se retrouvent à être déçues par plusieurs entreprises à intervalles assez rapprochés. Alors, après cette petite intro un petit peu globale, on va essayer de passer aux travaux pratiques next sur commencer à aborder comment on traite une crise quand une crise survient. Alors, j'ai commencé par vouloir vous expliquer les trois questions que, à mon sens, il faut se poser quand on est confronté à une crise, parce que ça peut orienter la manière dont on va la gérer. La première, c'est de savoir si la crise est une crise endogène créée par l'entreprise. On a parlé d'Orpeo tout à l'heure, c'est un parfait exemple, ou une crise subie par l'entreprise et donc de nature exogène. Il y a deux évidents exemples dans l'actualité récente, la crise du Covid et la guerre en Ukraine. La deuxième question qu'il faut se poser, à mon sens, c'est le nombre et le type de parties prenantes concernées. Vous pouvez avoir des crises qui ne vont toucher qu'une partie prenante, même si dans notre monde, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est de plus en plus rare, et vous pouvez avoir par contre des crises qui touchent beaucoup de parties prenantes et qui au sein de ces parties prenantes touchent des types de parties prenantes différentes. Et puis il y a une troisième question qu'il faut se poser, qui est à mon sens absolument la plus importante à prendre en compte pour les marques, qui est de savoir si la crise confirme une perception négative que ces publics pouvaient avoir à l'égard de l'entreprise concernée. Je donne un autre exemple à ce sujet, en particulier aux États-Unis, c'est qui concerne les conditions de travail chez Amazon, qui sont connues par beaucoup d'enquêtes de presse pour être pas idéales. Donc, toutes les crises et tous les rappels médiatiques qui viennent à ce sujet ne font encore une fois que confirmer une perception potentiellement négative à cet égard. On peut avoir par contre une crise qui va générer un nouveau attribut d'image, ou en tout cas inverser cet attribut d'image dans l'esprit des gens. Et ça peut être aussi un élément qu'il faut prendre en compte de manière évidemment très alarmante, parce que ça peut changer la perception des gens à l'égard de la crise. Et honnêtement, il est difficile de catégoriser en général si les crises les plus graves sont les crises qui confirment une opinion négative ou qui peuvent créer une opinion négative, parce que selon les situations respectives des différentes entreprises concernées, les deux situations peuvent être également graves. Et incidemment, à ce sujet, je voulais donc revenir sur Facebook, parce qu'il y a un troisième cas de figure où, en fait, à partir d'un certain niveau de bruit chrysogène et négatif sur une marque, on s'aperçoit que ces publics, ils ne deviennent pas indifférents, mais deviennent un peu immunisés par rapport aux crises concernant la marque intéressée. Et que du coup, ils ne réagissent plus à la 25e crise sur une marque comme ils réagiraient en termes de perception à la première crise qu'ils découvriraient au sujet de cette marque. Et là, il y a deux exemples qui sont aussi évidents dans l'actualité récente. Un exemple d'entreprise qui est Facebook, où à force d'accumuler les crises, les révélations absolument déplorables, les gens ne réagissent plus, encore une fois, à la 20e révélation comme ils pouvaient réagir en termes de choc à la première. Et puis dans le domaine politique, il y a le cas Trump aux États-Unis, où là aussi, à la 25e révélation, on ne réagit plus comme à la première. Alors, le point donc qu'il faut aussi prendre en compte, et j'y faisais allusion il y a 2 secondes, c'est le nouveau contexte de l'information dans lequel ces crises aujourd'hui se déroulent. Alors là, j'ai mis aussi 3 éléments en exergue. Le premier, est-ce que l'évolution des médias d'information. Donc, en premier lieu, on voit que le cycle d'actualité s'accélère, à la fois sous l'effet de nouveaux médias d'information comme les chaînes continues, et aussi sous l'effet évidemment de médias numériques tels que les plateformes du web social. Et donc, il faut être capable d'avoir une rapidité et une agilité dans sa réponse aux crises auxquelles on est confronté. Et puis, il y a un autre élément, et on l'a vu dans l'étude Edelman tout à l'heure, c'est que la confiance dans les médias d'information est de moins en moins forte. Et donc, évidemment, ça pose beaucoup de problèmes pour les marques qui ne savent plus à qui se fier et qui ne savent plus, encore moins d'ailleurs, à quels canaux leurs parties prenantes se fient. Évidemment, le développement et maintenant la généralisation des réseaux sociaux. Là aussi, il y a quelques conséquences de cette émergence et de cette généralisation. La première, c'est que les audiences aujourd'hui sont actives. Et donc, il peut y avoir des révélations qui sont faites par les internautes sur des entreprises, et il y a généralement aussi des conversations des entreprises. Et donc, ça explique une stratégie possible. Un autre élément des réseaux sociaux, toutes les audiences se retrouvent, toutes les parties prenantes sont mixées. Et donc, vous ne pouvez plus communiquer
à un collaborateur différemment de ce que vous communiquez à un client ou à des actionnaires. Parce que potentiellement, ils vont tous se retrouver sur les réseaux sociaux et se rendre compte que la marque n'est pas cohérente dans son expression et donc est soupçonnable de manipulation. Et c'est pour ça que j'indiquais tout à l'heure qu'il y a de moins en moins de crises limitées à un seul type de partie prenante. Un autre élément qu'il faut prendre en compte sur les réseaux sociaux, c'est que le vecteur de viralité le plus fort sur les réseaux sociaux, c'est l'indignation et la colère. Ce qui va évidemment à l'encontre d'une gestion de crise sereine pour les acteurs de l'actualité concernés par la crise en question. Et puis, dernier point qui est sous-tendu parce que je disais il y a 2 minutes, j'aurais pu le dire en même temps si j'avais été plus doué, il y a de moins en moins aussi de crises qui sont purement locales. Encore une fois, parce que les réseaux sociaux assurent une propagation de la moindre crise de parties prenantes à d'autres parties prenantes et géographiquement d'une région du monde ou d'une localité à potentiellement l'ensemble du pays concerné et peut-être l'ensemble du monde. Et puis le dernier point que je mentionnais sur la slide, c'est la désinformation. Alors, je l'ai mentionné, il y a de moins en moins de confiance dans les médias d'information. Et il y a de moins en moins de médias proportionnellement au nombre total de médias qui sont fiables, étant donné que de plus en plus des nouveaux médias sont des médias qui désinforment globalement. Donc la proportionnalité de l'information saine par rapport à la désinformation décroît à travers le temps. Et puis, il y a aussi des nouvelles techniques qui apparaissent. Alors, vous avez probablement déjà entendu parler de nombreuses fois des deepfakes, qui sont ces vidéos qui sont truquées grâce à des solutions d'intelligence artificielle et qui permettent de faire parler des personnes de manière manipulée, sans évidemment prendre en compte ce qu'ils ont vraiment envie de dire. Ce qu'on voit apparaître aussi aujourd'hui et qui est beaucoup moins répandu, beaucoup moins couvert par les médias, c'est des deepfakes audio, qui sont évidemment beaucoup plus simples à réaliser que des deepfakes vidéo et qui commencent aussi à toucher les entreprises, soit pour réaliser des manipulations financières, soit aussi pour alimenter ou créer de fausses crises. Alors, next, à partir de cet environnement, comment peut-on gérer les crises? Donc moi, j'ai une méthode que j'appelle ABS, du fameux système de freinage connu, pour essayer de vous faire des recommandations sur la gestion de crise en 3 étapes, 3 priorités stratégiques. La première, le A, il se pose pour le terme anticipation. Il est très important, à mon avis, dans une crise, quand vous êtes communicant, d'abord d'essayer de comprendre tout ce qui se passe, de récupérer le maximum d'infos, parce que c'est ça qui va vous permettre d'éviter de faire des erreurs dans les premières communications que vous allez conduire, et aussi de vous aider à anticiper, à envisager les prochains développements de la crise. Ça peut être des développements médiatiques, mais aussi des développements sur le fond de la crise. Et c'est ça qui va vous permettre d'éviter probablement un des pires effets que peut avoir une communication de crise, et j'y reviendrai tout à l'heure, qui est le feuilletonnage. Il faut, en crise, une des règles, c'est d'essayer, dès le départ de la crise, de tuer le maximum d'éléments de la crise le plus vite possible en termes de communication et d'éviter que ça feuilletonne et que donc il y ait des nouvelles révélations sur la crise tous les 2 ou 3 jours et que du coup, encore une fois, la crise devienne un feuilleton qui affecte significativement plus la réputation de la marque. Et c'est aussi pour cette raison, comme je l'indiquais tout à l'heure, qu'il est super important que les communicants participent aux prises de décision sur le fond de la crise, parce qu'ils vont pouvoir apporter un éclairage que généralement les autres dirigeants de l'entreprise ne sont pas en mesure de prendre en compte parce qu'ils n'y sont pas habitués. Le deuxième élément de gestion de la crise, c'est B, qui pour moi représente la bonne foi. Il est absolument essentiel dans une crise que jamais vos audiences ne doutent, n'aient le moindre doute, n'aient la moindre once de doute sur la bonne foi de l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise doit communiquer de la manière la plus transparente possible. Elle doit dévoiler ce qu'elle sait, ce qui s'est passé, tout ce qu'elle sait, et elle doit aussi, comme je l'ai mis sur la slide, se dévoiler au sens où elle doit faire preuve d'empathie vis-à-vis des publics impactés par la crise et ne pas s'enfermer dans une forme de tour d'ivoire sans penser du tout aux victimes, qu'elles soient d'ailleurs internes ou externes de la crise. Dans le même esprit de bonne foi, il faut que les organisations concernées par une crise assument, au sens où elles doivent prendre leurs responsabilités, reconnaître leur rôle, à l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure avec BP, par exemple, et évidemment
reconnaître le rôle qu'elles ont joué et ça sera, on le verra dans la prochaine slide, aussi un élément important pour corriger ce qui s'est passé. Et puis le dernier élément de la bonne foi, c'est avoir une communication qui aide cette bonne foi. Je le disais tout à l'heure, le pire dans une communication de crise, c'est que la communication ajoute de la crise à la crise. Et donc, pour éviter ça, il faut avoir une communication qui est beaucoup plus coordonnée que d'habitude et généralement très centralisée pour éviter un manque de cohérence ou pour éviter une faute de communication potentielle de locuteurs de l'organisation qui seraient moins habitués à gérer ce type de situation. Alors, next, on va passer à la troisième ligne directrice de la communication de crise, qui est S. Et S, ça représente le sens. Il est très important quand vous êtes en situation de crise de donner du sens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire donner du sens? D'abord, ça veut dire ce qu'on va faire pour résoudre la crise et aussi, évidemment, comme je l'indiquais il y a 2 minutes, éviter que la crise ne se reproduise. Et pour faire ça, je l'indiquais, il faut assumer évidemment son rôle dans la crise. Si vous cherchez des excuses ou cherchez des responsables ailleurs qu'au sein de votre organisation, vous êtes incapable de dire bah, voilà ce que j'ai mal fait et voilà ce qu'on fait pour corriger et voilà ce qu'on fait pour que ça ne se reproduise pas. Et évidemment, donner des indications sur les actions correctrices pour le présent et pour le futur, ça donne un sens à la crise parce que ça montre que la crise n'a pas été inutile. Et le deuxième point, évidemment, bah, c'est de le montrer et même de le démontrer. Et dans les périodes de crise, je dirais il vaut mieux toujours risquer d'en faire trop que de risquer de ne pas en faire assez. Et je vais vous parler tout à l'heure de l'exemple de Tylenol et chez Johnson Johnson, qui est l'inverse de BP, qui est le cas de gestion de crise le plus emblématique pour sa réussite. Et vous verrez qu'eux, ils n'ont pas hésité justement à aller faire le maximum qu'ils pouvaient faire pour résoudre la crise. Et puis, dans la partie montrer et démontrer, je pense qu'il faut aussi essayer d'imaginer le monde d'après, faire de la crise une opportunité pour changer ce qui ne marchait pas dans l'entreprise et du coup imaginer le monde d'après et par là même donner du sens à ce que l'entreprise a fait. Et évidemment, il faut le faire de manière authentique, c'est-à-dire en cohérence avec la vision et l'identité de l'entreprise sur la durée, pas faire des coups de volant dans un sens ou dans un autre, et puis aussi le faire collectivement avec les parties prenantes concernées. Et puis le dernier point sur cette ligne directrice de donner du sens, la gestion de crise et la com de crise, à partir du moment où la crise survient, c'est un travail de patience. Donc il va falloir persévérer, pardon. Il y a un dicton très célèbre qui dit que là, en termes de réputation et donc d'image, on monte par l'escalier et on descend par l'ascenseur. Et c'est pour cette raison que, en termes de communication de crise, encore une fois, il ne faut pas croire qu'une fois que la crise est terminée ponctuellement, la gestion de la com de crise est achevée également. Il va falloir faire ce travail de patience pour renouer, retisser des liens avec les parties prenantes concernées et retravailler sur la réputation de l'entreprise ou de l'institution publique d'ailleurs, pour les mêmes raisons. Alors, next, je vais essayer de vous raconter ça en quelques règles très pratico-pratiques, en essayant d'accélérer un petit peu, parce que je vois que le temps passe. Alors, j'ai mis 8 règles sur la slide, qui sont un peu le détail de ce que j'expliquais dans mes 3 lignes directrices. Première règle, l'initiative. En communication de crise, il faut que vous soyez celui qui annonce les mauvaises nouvelles. Et il faut que vous les annonciez toutes le plus rapidement possible pour la raison que j'indiquais tout à l'heure, éviter le feuilleton. En plus, la transparence va créer ou recréer la confiance. Et donc, c'est particulièrement important en temps de crise et notamment particulièrement important en termes de com interne. Deuxième élément, la clarté. La clarté, ça veut dire qu'il faut délivrer des messages qui sont clairs et cohérents. Encore une fois, c'est le b.a.-ba de la com en période nominale, mais c'est encore plus important en période de crise, parce qu'en période de crise, le moindre message émis par l'entité concernée par la crise est disséqué. D'où la centralisation des prises de parole que j'indiquais il y a quelques instants. Troisième élément que j'ai mentionné aussi, donc je vais passer rapidement, responsabilité. Il faut assumer. En crise, il ne faut surtout pas faire le gros dos en attendant que ça passe, parce que ça passe jamais, surtout dans l'environnement médiatique actuel. Et tenter de minimiser une crise est quasiment plus grave actuellement que la crise elle-même. Donc, il faut être exemplaire dans le fait d'assumer la crise, de la reconnaître. Règle numéro 4, la tempérance. Ce que je veux dire là, c'est un peu ce que j'ai déjà expliqué aussi, c'est ne pas créer l'événement par les déclarations sur la crise. C'est le pire de tout.
il faut absolument que les porte-paroles de l'entreprise en temps de crise contrôlent leurs nerfs, contrôlent leurs émotions quand ils sont eux-mêmes concernés par la crise. Quand, par exemple, un patron d'entreprise peut lui-même être remis en question, il ne faut pas que vous mettiez de l'huile sur le feu en termes de communication et donc l'importance de faire preuve de tempérance. Cinquième élément, l'honnêteté. Alors, encore une fois, ne tentez pas de camoufler la faute que l'entreprise a commis ou de donner l'impression qu'on cache quelque chose. L'honnêteté, la transparence, tout ça est vecteur et gage de confiance. L'empathie, j'en ai parlé aussi, c'est le moment où il faut être le plus empathique en communication de crise. Parce que la crise a forcément impacté négativement certaines parties prenantes de l'entreprise. Et c'est à ce moment-là qu'il faut reconnaître cette atteinte et faire preuve d'empathie à leur endroit. Le point 6, 7, la continuité. Il faut ne pas commencer seulement à communiquer lorsqu'une crise survient. La crise doit être un moment où l'entreprise ou l'organisation concernée tire parti du crédit qu'elle a construit depuis des années avec ses parties prenantes. Si elle n'a pas ce crédit et qu'elle est débitaire en termes d'image, la crise va être très compliquée à gérer pour elle parce qu'évidemment, elle n'aura pas une image positive sur laquelle s'appuyer pour essayer de sortir de la crise. Et elle ne peut pas commencer à communiquer vis-à-vis de ses parties prenantes uniquement quand les choses vont mal. C'est la meilleure manière de montrer que cette communication est uniquement égocentrée et cynique sur le plan tactique. Le dernier point, c'est le changement. Et je l'ai mentionné tout à l'heure aussi. Une crise peut être une opportunité de mettre en œuvre des changements positifs et qui recréent la confiance après que la crise a été solutionnée. Alors, next, il y a un autre élément qui est important en termes de gestion de crise, c'est l'entraînement. Les entreprises qui savent bien gérer leur crise ont des processus de gestion de crise sur des points extrêmement détaillés, dans les plus petits détails de logistique, qui, au moment où la crise advient, va leur faire gagner du temps. Et ces entreprises aussi ont des processus sur tous les éléments, que ce soit des éléments business, RH, communication, etc. Et donc, quand une crise arrive, elles ne sont pas prises de court, elles savent comment réagir et en plus elles s'entraînent, c'est-à-dire qu'elles simulent des crises et elles simulent des réactions à des crises qui peuvent concerner pas mal de monde dans une entreprise, lesquelles personnes n'ont pas été briefées sur l'exercice en question et donc découvrent une crise comme si c'était une vraie crise. Évidemment, elles savent que c'est un exercice, mais elles doivent se comporter comme dans une vraie crise. Alors, maintenant, je vais vous expliquer deux cas de crise. Je vais commencer par prendre l'exemple, encore une fois, ultime d'une gestion de crise absolument remarquable, Johnson & Johnson, next. Et puis ensuite, je vous prendrai un exemple de dérive dans une gestion de crise à partir d'une crise qui est en train de se dérouler actuellement. La crise de Johnson & Johnson, Tylenol, c'est… bon. Je ne peux pas vous dire arrêtez-moi si vous la connaissez, parce qu'elle est extrêmement connue. Donc, soyez patient avec moi si vous la connaissez. Mais en 82, des délinquants ont commencé à mettre du cyanure, à insérer du cyanure dans des capsules de Tylenol. Le Tylenol, c'est un antidouleur. Et donc, ça a occasionné 7 morts. Donc, l'article que je mentionne sur la slide était avant qu'ils aient découvert tous les morts. Et la réaction des dirigeants de Johnson & Johnson a été inverse, en fait, de tout ce que vous avez vu tout à l'heure avec BP. Johnson & Johnson, ils ont assumé eux-mêmes la responsabilité de la crise, alors qu'ils n'en étaient pas du tout responsables, étant donné qu'encore une fois, le cyanure a été mis par une personne extérieure à l'entreprise dans ces capsules, et ils ont tout fait pour protéger la sécurité de leurs clients sans absolument aucune considération pour leur rentabilité. Sachant que quand la crise est survenue, Tylenol représentait 17% du résultat net de tout le groupe Johnson & Johnson. Donc, c'était évidemment un enjeu absolument majeur en termes financiers pour l'entreprise. Et donc, malgré ce, voilà quelques exemples de ce qu'ils ont fait. Premier point, ils n'ont pas géré la crise comme étant une crise isolée, parce que tous les morts, tragiquement, ont été dans une région des États-Unis, autour de Chicago. Ils ont tout de suite mis en place, non pas des mesures autour de Chicago ou dans l'État d'Illinois, ils ont mis en place des mesures d'ampleur tout de suite nationale. Encore une fois, alors que Johnson & Johnson n'était responsable de rien. Au lieu d'utiliser les médias pour se dédouaner, ils ont utilisé les médias pour alerter les consommateurs
sur les dangers que représentaient les capsules de Tylenol, au risque d'affaiblir la marque de ce produit. Mais encore une fois, ils ont considéré qu'ils étaient d'abord responsables de la sécurité de leurs clients avant d'être responsables de la rentabilité de leur entreprise. Ensuite, ils ont arrêté immédiatement la production du Tylenol. Et encore plus impressionnant, ils ont retiré tous leurs produits Tylenol du marché, ce qui représente donc ce qu'a représenté la destruction de plus de 100 millions de dollars de produits Tylenol, même s'il y avait eu que quelques capsules qui avaient été concernées par la crise au départ. Ils ont dit on ne va pas prendre le risque que ça se reproduise, même si ce risque est infinitésimal. Et ils ont aussi organisé le rappel de tous les produits qui avaient été achetés par les consommateurs. Et donc, ils ont organisé le rappel de plus de 31 millions de flacons de capsules, en plus des plus de 100 millions de dollars de produits qu'ils avaient détruits, qui n'avaient pas encore été achetés par les clients. Et à ces clients dont ils ont rappelé les produits, ils ont fourni des produits de remplacement. Et donc, vous voyez, il n'y a absolument rien que Johnson aurait pu faire pour gérer la crise à son maximum et qu'ils n'ont pas fait. Next. En fait, ça a été, dans l'histoire corporate des entreprises, le premier programme de gestion aussi radical, et ça a créé dans un premier temps une perte de marché considérable parce que la perte de marché de Tylenol est passée de 35, la part de marché pardon est passée de 35 à 8%, donc une division par plus de 4, et beaucoup d'experts ont prédit alors que la marque Tylenol ne s'en remettrait jamais. Et en fait, la marque Tylenol s'en est remis assez vite parce que la confiance a été maintenue à travers toutes les actions entreprises par Johnson & Johnson, et ils ont entrepris une autre action quand ils ont relancé le produit, et c'est ce que vous voyez sur la slide avec cette photo. Ils ont relancé un produit, vous voyez en haut à droite de la slide, qu'ils préviennent les consommateurs qu'il y a des nouvelles mesures de sécurité, et en fait, ils ont fait un conteneur avec triple sécurité. C'était une première mondiale, vous savez, c'est notamment ces produits où il faut appuyer pour ouvrir les flacons. Et donc, ça a permis aussi d'accélérer la reconstruction de la marque. Et donc, la marque était revenue à sa part de marché en un an et son cours de bourse avait rebondi au bout de 2 mois. Et donc, ça montre, next, que en fait, le fait d'avoir des valeurs d'entreprise crée de la valeur économique. Et on voit aussi que là, une crise telle que celle de Tylenol, qui aurait été mal gérée, aurait pu devenir une crise identitaire pour la marque de ce produit et aussi pour la marque de l'ensemble de Johnson & Johnson. Et ça n'a pas été le cas parce que le sympathique PDG, qui n'a pas d'ailleurs les dents très propres que vous voyez à l'écran, là, James Burke, a appliqué dès l'origine de la crise le credo et la valeur numéro 1 du groupe Johnson & Johnson, qui est priorité aux clients, qui avait été un credo écrit d'ailleurs lui-même par Robert Johnson, le fondateur du groupe, lors de la fondation en 1943. Et ça a guidé toutes les actions de James Burke. Et James Burke, aujourd'hui, est considéré aux États-Unis comme l'un des 10 plus grands PDG de l'histoire des entreprises américaines par le magazine Fortune, parce qu'il a mis, encore une fois, les valeurs au premier plan plutôt qu'une démarche financière pour gérer la crise, et que c'est cela qui lui a permis, encore plus que s'il avait géré la crise de manière financière, c'est cette mise au premier plan des valeurs, des principes de l'entreprise qui lui a permis de gérer l'entreprise et la crise de manière la plus efficace, y compris sur le plan financier. Et je trouve que c'est un exemple très intéressant aujourd'hui où on a beaucoup de débats, notamment en France, sur les aspects de raison d'être, et où il y a beaucoup de raisons d'être qui sont des raisons d'être un peu bullshit ou un peu tactiques dans certaines entreprises. Là, on a un exemple de raison d'être qui est une raison d'être sincère et qui a été démontrée dans les faits au pire moment. Alors, next, on va faire rapidement la scorecard. Là, vous voyez les capsules de Tylenol. La scorecard de James Burke par rapport au principe directeur que j'ai évoqué tout à l'heure. Premier point, James Burke a pris tout le temps l'initiative. Dès la survenance de la crise et en disant ce qu'il faisait et en faisant ce qu'il disait. Deuxième point, il a été toujours transparent et clair. Il a assumé ses responsabilités, troisième point. Alors, encore une fois, que la marque n'y était absolument pour rien. Quatrième point, il a fait montre d'empathie en faisant passer ses clients avant ses profits, comme je le disais. Et dernier point, il a utilisé la crise. Je disais, on peut utiliser des crises pour améliorer, apporter des changements positifs. Et là, c'est ce qu'il a fait en sécurisant encore plus la distribution de ses produits.
Alors, next, on va passer à un contre-exemple. Ce n'est pas le contre-exemple absolu dans l'histoire de la crise, mais il se trouve que c'est un exemple actuel d'une crise qui touche Disney aux États-Unis depuis quelques semaines. Alors, elle n'a pas été énormément couverte en France, donc je vais vous la raconter un peu rapidement. Premier point, Disney a un nouveau PDG depuis début 2020 qui s'appelle Bob Chapek, que vous verrez dans quelques instants. Et ce PDG a succédé à un PDG le plus mythique après Walt Disney de l'histoire de Disney, qui s'appelle Bob Iger, qui a été PDG pendant très longtemps au sein de Disney, qui a révolutionné le groupe Disney et qui a été un PDG qui a fondé une grande partie de son management sur les valeurs du groupe Disney, sur ses valeurs à lui, Bob Iger, et il est devenu tellement mythique que tout le monde lui promettait à la fin de son magistère à la tête de Disney, lui promettait un avenir à la Maison-Blanche, et puis bon, il a dit que ça n'était pas ce qui l'intéressait. Voilà, donc Bob Chapek est un PDG dans une situation pas complètement évidente parce qu'il est encore assez récent dans son poste et qu'il a une succession très difficile à assumer d'un PDG qui a énormément réussi sur le plan du business, qui a mis en œuvre des valeurs exemplaires et qui en plus était extrêmement charismatique. Et il se trouve que donc, pour revenir à la crise ponctuellement, il y a quelques temps en Floride, le gouverneur de l'État de Floride, qui aussi, pour vous faire un petit point sur l'actualité politique, qui s'appelle Ron DeSantis, est vu comme étant, lui, un potentiel successeur de Donald Trump. Il est ultra-conservateur et sur la ligne de désinformation et d'ultra-conservatisme de Donald Trump. Et donc, si Trump n'est pas candidat à la prochaine élection présidentielle, Ron DeSantis est un des 2 ou 3 candidats putatifs les mieux placés aujourd'hui. Et donc, il a fait passer en Floride, et la loi est maintenant effective, une loi qui interdit de parler, d'évoquer les sujets liés à l'homosexualité et à toutes les communautés LGBT dans les classes des écoles de Floride. Ce qui pose évidemment d'énormes problèmes pour l'identification et la participation et l'intégration et l'inclusion des jeunes étudiants qui appartiennent à enfin des jeunes même scolaires, qui appartiennent à ces communautés. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il se trouve aussi pour faire le paysage complet, que Disney est le premier, je crois, de mémoire, il me semble, le premier employeur de Floride. Ils ont 80 000 salariés en Floride et que une grande partie de la population des salariés de Disney est bon, je ne sais pas si c'est la bonne manière de le dire d'ailleurs, mais en tout cas défend les communautés LGBT et les droits des communautés LGBT. Et donc ce qui s'est passé, c'est que Bob Chapek a dit non, moi je vais rester neutre par rapport à cette loi, bien que la loi, encore une fois, concerne un état primordial pour les salariés de Disney et un sujet aussi très important jusqu'à présent par rapport aux valeurs du groupe. Et d'ailleurs, Bob Iger s'était empressé de tweeter pour dire que il était absolument opposé à cette loi pour les raisons de vulnérabilité des personnes concernées que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, Bob Chapek a envoyé un mail à ses collaborateurs pour leur expliquer que dorénavant, le groupe ne s'exprimerait plus sur des sujets sociétaux ou politiques politique dans le cas de la loi en question, et qu'il ne s'exprimerait plus par des voix officielles ou par ses dirigeants ou par des prises de position, mais uniquement à travers ses contenus. Et donc, ça a déclenché un charivari monumental aux États-Unis, à la fois dans la population générale qui ne reconnaissait plus les valeurs humanistes de Disney, et plus encore au sein des salariés de Disney qui ne se reconnaissaient plus du tout dans leur entreprise. On va passer à la slide suivante pour que je continue l'histoire. Et donc, du coup, Chapek, encore une fois, s'est mis tout seul dans la crise. Et donc, il a essayé de sortir de la crise. Donc, vous le voyez là, Bob Chapek à l'écran. Il a essayé de sortir de la crise en annonçant un don de 5 milliards de dollars de la part de Disney à des organisations de défense des droits des personnes LGBT. Mais comme il avait perdu toute crédibilité du fait de la première décision qu'il avait prise, la principale organisation qu'il a ciblée pour faire ce don a refusé le don. Donc, encore une fois, il était dans le feuilletonnage que j'évoquais tout à l'heure. Chaque décision qu'il prenait l'enfonçait dans la crise. Pixar, que vous connaissez tous, qui est une filiale de Disney,
à ce moment-là pris position contre la loi en Floride et a révélé que le groupe avait censuré des contenus de nature LGBT contenus dans ses dessins animés. Donc il y a eu aussi une forme d'insurrection interne sur la place publique. Du coup, Chapek, notre brave Bob, a envoyé un second message à ses collaborateurs où il disait regretter sa décision initiale et où il disait s'excuser. Et il a dit, je ne ferai plus d'ailleurs de dons d'argent aux politiciens de Floride et je vais faire du lobbying pour essayer de contrecarrer cette loi dans les tribunaux ou de manière différente. Next. Mais en fait, il était déjà évidemment trop tard. Donc, il y a eu d'importantes manifestations des collaborateurs de Disney la semaine dernière. C'est ce que vous voyez à l'écran. Du coup, il y a eu des nouvelles annonces de Disney. Encore une fois, on feuilletonne la crise. Donc, création d'une task force à l'échelle du groupe pour définir des stratégies et d'actions de soutien des communautés LGBT. Un tour de Bob Chapek et de ses direct reports à travers le monde dans les établissements Disney pour se mettre à l'écoute des salariés. Et encore une fois, le renforcement de sa volonté de faire abroger la loi. Et est arrivé du coup un nouvel épisode dans la crise, c'est la slide suivante, où Ron DeSantis, en fait, a dit, mais je ne comprends pas la réaction. Non, c'est la slide précédente. Je ne comprends encore une avant. Merci beaucoup. Je ne comprends pas la réaction. Non, une après. Je ne comprends pas la réaction de super. Je ne comprends pas la réaction de Disney d'indignation par rapport à ce qui se passe en Floride. Et là, c'est un point très intéressant, même évidemment s'il est très malhonnête intellectuellement de la part de Ron DeSantis. Mais il a dit, et vous voyez à l'écran le Disneyland qui est hébergé à Shanghai. Il a expliqué, mais je ne comprends pas que Disney s'indigne de ce qui se passe en Floride, qui comparativement est beaucoup moins grave que ce qui se passe en termes de droits de l'homme en Chine. Vous savez tous le traitement totalitaire de la Chine, notamment à l'égard des populations ouïghours. Et donc, il a expliqué, je ne comprends pas que Disney continue à faire du business en Chine alors qu'il s'indigne autant sur ce qui se passe en Floride, qui a une échelle moins grave de degrés pour la vision qu'en a Ron DeSantis. Et donc là, ça montre encore une erreur de gestion de crise de la part de Bob Chapek dans son feuilletonnage, et aussi le risque avec la mondialisation actuelle de tout ce qui se passe à travers le monde, d'avoir des entreprises qui sont liées différemment à des pouvoirs différents dans différents pays et qui se retrouvent coincées quand elles sont face à des hommes politiques tels que Ron DeSantis dans leur communication. Et donc, si on conclut sur le cas Disney, ce qu'il faut que j'avance pour en venir à l'Ukraine, la scorecard de Bob Chapek sur la crise, elle est très mauvaise. Premier point, il a pris l'initiative, mais sans clarté. Il a donc toujours couru, comme je l'expliquais tout à l'heure, après la crise. Et à chaque fois qu'il prenait une initiative, il rajoutait de la crise à la crise. Il a créé ce fameux feuilleton qui est le pire en matière de crise. Il a mis beaucoup de temps à assumer son erreur, beaucoup de temps par rapport au rythme médiatique. Il n'a pas mis non plus 2 ans, il a mis quelques jours, mais en l'occurrence, c'est beaucoup trop. Il n'a pas du tout fait preuve de tempérance parce qu'il a fait une rupture malvenue avec son prédécesseur iconique. Il n'a pas non plus fait preuve de continuité parce qu'il a créé une rupture dans la com et les valeurs de Disney. Et puis, il a eu zéro empathie globalement. Il n'a pas du tout intégré ce que Disney représente sur le plan culturel. Aux États-Unis, Disney est probablement l'une des 5 marques les plus iconiques et qui sont porteuses des valeurs les plus émotionnelles. Il n'a pas semblé connaître ses salariés parce qu'il a semblé découvrir les valeurs importantes pour ses salariés. Et puis, dernier point, et qui est aussi la conséquence du feuilleton, il a pris une position, après il a changé de position, et du coup, il s'est mis tout le monde à dos dans le champ politique pour son lobbying aux États-Unis, parce qu'il s'est mis d'abord les démocrates à dos dans sa première position, et après les républicains à dos dans sa deuxième position. Donc, au lieu de créer un changement positif pour la marque, comme j'indiquais que les crises permettent parfois de le faire, il a créé un changement négatif, et donc la conséquence pour lui personnellement, c'est comme je vous l'indiquais au début, il est un PDG assez récent chez Disney, et aujourd'hui, son job est potentiellement en danger, notamment en raison de la crise de confiance majeure qu'il a créée avec ses équipes. Next. Alors, sur l'Ukraine. Premier point, petit disclaimer introductif, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire en termes de crise pour l'Ukraine, parce qu'évidemment, la crise pour l'Ukraine, la gestion de crise, elle dépend de chaque entreprise. Donc, je vais vous donner quelques pistes de ce qu'on peut envisager. Premier point, essayons de...
essayons de voir à quoi cette crise correspond. Premier point, par rapport à la division que j'expliquais tout à l'heure, c'est une crise exogène. Il y a des entreprises qui peuvent aggraver la crise par leurs actions, mais l'origine de la crise est exogène et donc évidemment, ça change beaucoup de choses par rapport au type de réaction que peuvent avoir les entreprises. Deuxième point, c'est une crise protéiforme qui touche beaucoup d'éléments et c'est une crise qui touche quasiment toutes les parties prenantes des entreprises étant donné l'impact émotionnel que cette crise a, notamment en raison du destin des réfugiés et des victimes sur place. Troisième point, c'est une crise qui a une dimension morale. On l'a notamment vu dans l'adresse qu'a fait Zelensky aux parlementaires français la semaine dernière, quand il s'est adressé directement aux entreprises françaises en leur demandant de cesser par la poursuite de leur activité en Russie d'être, je cite, les sponsors de la machine de guerre russe. Et puis, dernier point, c'est une crise qui va être durable parce qu'elle a évidemment beaucoup de rebondissements et qu'il est peu probable que la guerre se termine rapidement. Donc, quels sont les enjeux pour les entreprises? C'est des enjeux que j'ai déjà expliqués tout à l'heure. Ne pas aggraver la crise exogènes par leur prise de décision endogène, ne pas faire en sorte que cette crise exogène confirme de mauvais attributs d'image de son entreprise. Mais il y a un point aussi qu'il faut prendre en compte et que je mentionnais à propos de Disney en Chine, on ne peut pas non plus demander aux entreprises de prendre des décisions dans certains pays que les États ne prennent pas. Les entreprises ne peuvent pas faire à la place des États des actes diplomatiques plus fermes que ceux que les États eux-mêmes veulent prendre. Et c'est là, évidemment, où il y a toute une dialectique entre la diplomatie et la gestion d'entreprise à trouver. Alors, avant de vous donner quelques conseils sur ce qu'on peut faire à l'égard de l'Ukraine, je voudrais vous montrer un contre-exemple de ce qu'il ne fallait pas faire, qui est une citation d'AWS qui a expliqué de manière, donc AWS, l'activité cloud d'Amazon, vous le voyez, j'ai traduit l'anglais, mais vous voyez qu'en français, ça passe pas mieux qu'en anglais. Voilà, ils ont expliqué leur retrait de Russie par des raisons extrêmement arides, absolument sans émotion, sans égard pour ce qui se passait en Ukraine, et uniquement d'un point de vue financier et business. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont communiqué comme ça et AWS a corrigé sa communication dans un deuxième temps. Mais voilà, la première intention n'était pas la bonne. Alors, je voudrais partager avec vous 3 pistes de ce que les entreprises peuvent faire next dans la situation actuelle. Désolée, Premier point, allô? C'est ça? Parce que j'ai des petites coupures. Ah. Moi, ça va bien de mon côté. Par contre, je n'ai plus beaucoup de temps. J'accélère parce qu'on va avoir un problème pour les questions. Alors, premier point, ce que vous pouvez faire, évidemment, dépend de votre relation géopolitique avec la Russie. C'est clair que les pétroliers ne peuvent pas faire la même chose que des vendeurs de saucissons, pour prendre un exemple simple. Mais je pense que ce que beaucoup d'entreprises pourraient faire, par exemple, évidemment, les entreprises pourraient abonder les dons de leurs salariés, elles pourraient faire des dons pour aider diverses associations, etc. Mais en termes de com, il y a un élément moi, qui me paraît intéressant, et je vais vous donner un exemple, c'est de prêter vos canaux à des individus ou des organisations pour les aider à toucher une population plus large sur ce qu'ils peuvent faire pour aider la situation en Ukraine. Alors, je vais vous prendre un exemple qui est tout à fait remarquable, qui est inattendu, qui est l'exemple de David Beckham. Il y a quelques jours, David Beckham a prêté son compte Instagram, qui compte un peu plus de 71 millions d'abonnés. Il l'a prêté à une doctoresse ukrainienne, qui est la chef d'un centre périnatal de Kharkiv, pour que cette femme, cette doctoresse, raconte son quotidien, les effets de la guerre sur la population de l'Ukraine, les effets de la guerre sur son centre hospitalier et sur son travail. Et ce qui était très intelligent, moi, je trouve, dans la démarche, c'est que c'était une démarche personnalisée qui correspond bien, évidemment, aux médias qui est Instagram. La doctoresse en question a pu faire pas mal de stories sur le compte de Beckham et, par ce biais, récolter des dons pour l'UNICEF qui aide donc les réfugiés venant d'Ukraine. Et il se trouve que Beckham est ambassadeur de l'UNICEF depuis pas mal de temps. Et donc, c'était une bonne synergie et je trouvais encore une fois cette opération assez maligne. Et donc, encore une fois, je ne vois pas pourquoi des marques ne pourraient pas faire la même chose que Beckham sur leurs différents canaux, de prêter leurs canaux à un membre d'une organisation, d'une ONG, d'une institution qui est
impliqués de manière indéniable, quel que soit le positionnement géopolitique de la marque concernée, pour aider les populations touchées par la guerre en Ukraine. Et voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous donner cet exemple. Après, évidemment, on va retrouver le problème que Ron DeSantis soulignait entre la dissymétrie entre la réaction de Disney à l'égard de la Floride et la réaction de Disney à l'égard de la Chine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que l'Ukraine n'est pas le seul conflit qui se déroule aujourd'hui à travers le monde. Il y a un conflit qui continue en Syrie, il y a un conflit dramatique en termes de droits de l'homme au Yémen, etc. Donc évidemment, les marques qui voudraient s'engager dans une démarche que je propose sur le modèle de celle de Beckham devraient aussi s'interroger sur ce qu'elles pourraient faire pour que leur positionnement soit équilibré à l'échelle mondiale et pas uniquement vers l'Ukraine, même si l'Ukraine est plus proche de nous géographiquement, au moins que certaines autres populations, d'autres conflits. La deuxième chose que les marques peuvent faire, que les communicants doivent faire, pardonnez-moi, c'est de faire des scénarios. À mon sens, moi, si j'étais dire comme aujourd'hui, je ferais des scénarios et des plans des correspondants, des scénarios stratégiques. Quelle est ma stratégie de com s'il se passe tel type d'évolution du conflit, tel autre type, et des stratégies opérationnelles correspondant aux stratégies globales d'évolution de la communication en fonction des scénarios qui auraient été faits. Donc ça, c'est une recommandation qui s'applique à toutes les marques. Faites des scénarios pour ne pas être pris par surprise s'il se passe n'importe quoi par rapport à l'évolution du conflit, qui peut avoir des répercussions émotionnelles sur vos salariés, qui peut toucher votre marque de manière différente, évidemment, selon le contexte dans lequel vous opérez. Et puis, troisième point aussi pour les communicants, si j'étais dire comme aujourd'hui, moi, je commencerai à réfléchir à une réduction de mon budget qui pourrait intervenir peut-être dans la deuxième moitié de 2022, qui pourrait intervenir en 2023. Selon aussi là les modes d'évolution de la guerre et son impact économique, il est tout à fait possible que les budgets de communication soient un peu coupés ou radicalement coupés, encore une fois, si la guerre, par exemple, s'étendait géographiquement dans le futur. Et je pense que plus on anticipe et moins on se retrouve au pied du mur, plus on gère intelligemment ce type de réduction de budget. Alors, next, pour conclure, avec deux citations. Premier point, je dis toujours que c'est dans les crises qu'on révèle que les individus, et notamment les dirigeants et les organisations, se révèlent. Donc, c'est très important, évidemment, de gérer aussi la crise en com sous cet angle-là, parce que, comme je le disais il y a trois quarts d'heure, tout ce que vous allez communiquer en période de crise va être beaucoup plus disséqué qu'en période normale et beaucoup plus révélateur. Et puis, la dernière citation que je voulais partager avec vous, c'est que la manière dont et c'est un peu ce que je viens de dire, la manière dont on communique en période de crise en dit beaucoup plus sur vous que la manière dont vous communiquez en temps normal. Et Chesky, le patron et le cofondateur d'Airbnb, d'ailleurs, a appliqué son précepte l'année dernière quand il a dû licencier une partie de ses effectifs à cause du Covid, où il a mené une communication très, très humaine à cet égard et où il a aidé vraiment dans une grande mesure ses salariés malheureusement licenciés à retrouver un job. Voilà, je suis absolument désolé, j'ai fait trop long. Il va falloir que vous reveniez, Christophe, pour les questions. Non, mais comme c'est de ma faute, je vais me mettre en retard. Je vais prendre une ou deux questions. Mais je suis vraiment désolé. Ouais, toutes mes excuses, j'ai peut-être prévu trop long. Enfin, j'ai manifestement prévu trop long. Alors, alors, pour l'instant, je ne vois pas de questions dans le chat. Ah, ben nickel alors. Donc, hormis, et je vois une remarque qui est dit, c'était super. C'est gentil. Donc, est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Avant qu'on libère Christophe? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Merci beaucoup, monsieur. C'était absolument passionnant. Donc, je me rappelle mes cours du CELSA il y a longtemps, mais je ne suis pas tellement comme de crise. Et donc, du coup, c'était un super reminder. En fait, C'est gentil, je merci. sais qu'on a peu de temps. Donc, moi, je suis assez fan de tout ce qui est enjeux climatiques, RSE, biodiversité, pour mes clients notamment. Mais je voulais juste savoir, est-ce que vous avez une grille de lecture sur votre blog où vous avez analysé du coup la gestion de la crise climatique? Crise climatique, crise environnement, qui est une espèce de crise mais complètement différente, qui a des ressorts complètement différents, qui sont un temps plus long. Voilà. Est-ce que vous avez un contenu dédié, vous avez réfléchi dessus ou vous voulez nous en parler Alors, en 2 secondes? Parce que c'est énorme, quoi.
Ouais, je suis pas sûr. Pour être très honnête, j'ai fait plus de 3000 articles sur mon blog, donc je me souviens pas de tous. Mais pour être très honnête, je crois pas. J'ai fait 3 articles récemment sur la crise en Ukraine. Ça, j'en suis sûr, parce qu'ils sont très récents et je les ai faits dans le mois et demi qui vient de s'écouler. La crise climatique, je suis pas sûr. Il faudrait peut-être regarder dans le moteur de recherche. Si je devais parier, je dirais que non. Mais peut-être je l'ai fait, je m'en souviens plus. D'accord. Ok. Désolé. Et de but en blanc, là, vous diriez que c'est une façon de voir les choses totalement différente? Ou est-ce qu'il y a Ah non, des non, éléments, il y tout a ce que des j'ai éléments expliqué s'applique. Tout ce que s'appliquent? j'ai expliqué s'applique à la crise climatique, hein, sans aucun problème. Encore une fois, très dépendant de l'implication climatique et du rôle que peut jouer l'organisation, l'entreprise ou l'organisation étatique concernée dans la crise. Mais tout ce que j'ai expliqué s'applique à toutes les crises, en fait, donc également à la crise climatique. Après, le gros problème sur la crise climatique, qui n'est pas un problème d'ailleurs, qui n'est pas quelque chose que j'ai dit, j'ai bien fait, sinon j'aurais fait encore plus long, c'est que faut vraiment faire très attention aux différences entre les paroles et les actes. Voilà. Et je pense que sur la crise climatique, ça s'applique particulièrement parce que il est très facile de. C'est un peu. Moi, je suis très sceptique sur tout. On a eu une grosse mode il y a 20 ans sur les valeurs. Et en fait, les entreprises sortaient les valeurs et ça finissait en affiche dans les salles de réunion et les salariés n'en voyaient jamais aucune concrétisation. J'ai très peur que ce soit la même chose aujourd'hui avec la raison d'être. D'où l'intérêt de l'exemple de Johnson et Johnson et aussi de l'exemple de Disney à l'inverse, qui rompt avec sa raison d'être. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font des raisons d'être parce que voilà, il y a la loi PAC, parce que c'est bien pour le rapport annuel, parce que c'est bien pour le conseil, mais qui en fait n'appliquent pas vraiment leurs préceptes. Moi, je cite toujours une citation de Bill Bernanke qui disait un principe, c'est quelque chose qui vous coûte quelque chose. Si ça vous coûte rien, c'est que c'est pas un principe. En sous-entendu, c'est une préférence, c'est une opinion. Et moi, quand j'interviens dans mon rôle de consultant dans les entreprises et que je travaille notamment avec les comités exécutifs sur la raison d'être, etc., je leur dis toujours à la fin, est-ce que vous êtes prêts à ce que vous avez discuté là, vous soyez prêts à prendre une décision business qui va peut-être vous coûter un peu de rentabilité ou un peu de chiffre d'affaires parce que vous allez mettre votre raison d'être en avant au-delà de votre profitabilité ou de votre rentabilité. Voilà. Et le changement climatique me semble un particulièrement idoine domaine où cette différence entre la déclaration et les actes se fait souvent jour. Ok. Désolé d'avoir été long, décidément, c'est une maladie. Non, mais c'est un sujet compliqué. Donc, merci beaucoup. Je vais regarder quand même sur votre blog. Ouais, mais je promets rien, désolé. Merci. Bien, écoutez, merci. Je pense que, Christophe, vous avez d'autres impératifs. Oui. Donc, je montre simplement… Bon, en tout cas, merci à tout le monde pour votre patience. Merci à vous. Je montre l'adresse de votre blog, ainsi que quelques… Ah, je crois… Oui, vous avez également des livres, si vous voulez poursuivre sur certains sujets qu'a abordé Christophe dans quatre livres. Je croyais que vous aviez mis vos livres en référence, mais… Ouais, je croyais aussi, mais… Stéphanie, Christophe, il y a une dernière remarque d'Odile Descours qui dit « Merci beaucoup. Lors des crises, il devient de plus en plus difficile de se faire entendre dans le bruit des réseaux sociaux et cela oblige souvent à être en défensif et donc dans un feuilletonnage. » Je pense que ça dépend beaucoup des entreprises. Si vous êtes une entreprise challenger ou une entreprise peu visible sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est compliqué. Et là, je suis d'accord. Par contre, je ne suis pas d'accord que ça oblige au feuilletonnage parce que si vous communiquez tout dès le début, c'est quand même préférable. Après, vos audiences peuvent, elles, feuilletonner, mais au moins aurez-vous tout dit dès le début. Après, pour les marques plus dominantes, c'est quand même plus facile de sortir du bruit. Mais c'est clair que pour les challengers ou même a fortiori pour les ETI ou les PME, qui est un sujet que je n'ai pas abordé, évidemment, là, pour le coup, c'est un enjeu qui est tout à fait réel et malheureusement pas qu'en cas de crise. Absolument d'accord. D'accord. Et autrement, beaucoup de merci, beaucoup de passionnants merci, etc. Donc, un plébiscite sur…
Donc, vous pourrez retrouver, sauf contrainte technique, le replay de cette masterclass via, toujours pareil, le site celsa-alumni.com. Merci encore énormément, Christophe. De rien, il faut vraiment que j'y aille là par contre. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Merci à tout le monde, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.